Des web components, c'est quoi tout ça? Bon, d'abord, on va commencer par nous présenter. Moi, je m'appelle Horacio. Vous avez peut-être aperçu un petit accent, ça vient du fait que je suis espagnol et bon, malgré presque 20 ans en Bretagne, l'accent ne veut pas partir. Moi non plus, alors ça tombe bien. J'habite à Brest, je suis développeur dans une startup, Citizen Data, et je m'implique aussi pas mal dans les différentes communautés de développeurs de coin. Et depuis 2 ans, je suis Google Developer Expert, donc ça veut dire que quand je me déplace, par exemple, pour venir ici, quand Google trouve que je parle bien de web, bah, il me paye les transports, donc je tiens à les remercier. Et mon cher collègue? Alors vous remarquerez, il a fait les slides, donc lui, il y a plein de trucs. Moi, il a mis une photo déjà, c'est sympa. Donc moi, c'est Cyril, je suis directeur technique front de Sphère. Et je suis aussi Google Developer Expert. Donc on est Google Developer Expert sur les web technologies. Donc aujourd'hui, on va vous parler du monde des web components. Mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez parler de Progressive Web Apps, si vous voulez parler d'Angular ou de web en général. On est là pour ça. Allez, c'est à toi. Donc, moi j'aime bien raconter l'histoire de Talk parce que quelque part, ça explique l'intérêt de ce type de Talk. Donc, comme Cyril a dit, on fait pas mal de confs sur les web components et autour de Polymère. Ça fait déjà bientôt 3 ans. On est allé un peu à droite à gauche. Et on a raconté partout, ouais, les web components, c'est la prochaine révolution qui arrive dans le développement web. Ouais, soyez prêts, c'est intéressant, ça vous permet de faire plein de trucs, c'est chouette. Ça permet de construire des applications brique à brique, comme si c'était des Lego. Le discours passait très bien, parce que derrière, ça s'est prouvé que c'était vrai, mais nous, on s'est rendu compte qu'on s'est retrouvés dans tous les confs et qu'on faisait souvent le même type de talk. C'est-à-dire, on parlait polymère, on faisait des ateliers polymères, des labs polymères, des introductions polymères, d'explications de web components, on faisait des formations polymères, et on s'est dit, au bout d'un moment, si la techno elle est vraiment aussi chouette qu'on dit, on doit arrêter de faire ce type de talk introductoire. On doit arrêter d'expliquer simplement qu'est-ce que c'est des web components. Et c'est peut-être le moment, si la techno commence à s'imposer dans la vraie vie, de faire juste un autre type de talk. Un talk de comment est-ce qu'on utilise vraiment des web components dans des cas réels. Et donc on s'est dit, bon bah, on va faire un talk ensemble, on va faire quelque chose tous les deux. Et là, on va choisir un format qui soit différent. Et puis rappelle-toi aussi, pour les CFP, c'était chiant parce qu'ils prenaient lui ou moi. Du coup, on va se mettre ensemble, comme ça on sera pris à chaque fois, ça va être sympa. Oh, ça c'est les trucs inavouables qu'elle vient d'avouer. Merci Cyril. Alors, quand même, je pense qu'on gagne de plus en plus de temps sur ce truc-là parce que les gens commencent à être un petit peu au courant. Qui connaît les web components? Ok, ouais, donc on va gagner encore plus de temps. Tu te souviens, il y a des ans, qui connaît les web components? Personne, mais vraiment personne. Alors, pardon? On m'entend pas, c'est ça? Ok. Les web components en 3 minutes. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, justement, on veut éviter de parler de framework, on va se concentrer aujourd'hui sur les spécifications. Donc les web components, c'est 4 spécifications qui vont être implémentées par vos navigateurs et qui vont vous permettre de créer des composants bas niveau et surtout qui seront compris par le navigateur, vous n'aurez plus besoin de framework. C'est ça la promesse qu'il y a derrière. Donc ces 4 spécifications, c'est les HTML import, le shadow DOM, les templates et les custom éléments. Très rapidement. Le custom élément, c'est peut-être la plus importante, c'est cette spécification qui va vous permettre d'apprendre au navigateur comment comprendre une nouvelle balise. Donc vous allez créer un nouveau nom de balise, myElément par exemple dans cet exemple-là. Vous allez donner un comportement, un prototype, et du coup, quand vous mettrez cette balise dans votre page, le navigateur saura la comprendre et saura faire ce que vous voulez qu'il fasse. Donc c'est vraiment ça la puissance, je pense, des web components, c'est d'être compris par le navigateur sans utiliser un framework. Et à côté de ça, on a d'autres spécifications qui vont nous permettre de protéger un petit peu notre code et de surtout le rendre plus pratique à utiliser. Donc par exemple, le Shadow DOM, c'est ce qui va nous permettre de créer un arbre entier du DOM qui va être masqué à l'utilisateur de votre balise. C'est-à-dire que ça va être un peu comme pour ceux qui utilisent les players vidéo, on a une balise vidéo, mais derrière, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Le Shadow DOM, ça va nous servir à ça. On va pouvoir masquer notre implémentation sans effet de bord sur la page. Le HTML import, c'est peut-être la spécification qui est aujourd'hui la plus controversée. Aujourd'hui, elle existe encore, mais en fait, elle permet de dire, dans ma page, je vais utiliser tel composant, donc je vais l'importer dans ma page avec un HTML import. Même si c'est plus cette spec qui va être gardée dans l'avenir, le principe restera le même, on a besoin d'importer nos composants pour les utiliser. Et enfin, les templates, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire des zones de code qui ne sont pas interprétées par le navigateur, mais qu'on va utiliser, nous, dans notre web component, pour cloner
des parties de ce code et le mettre dans le DOM. Je vous montrerai un exemple pour que ça vous parlera un petit peu plus. Donc ça, c'était la partie chiante. Merci Horacio. Je te la laisse toujours, je sais que tu aimes bien ça. Il me le donne toujours à faire. On a donc ces 4 spécifications. Et la promesse, c'est de dire, bah, vous inquiétez pas, les navigateurs vont le comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état de l'art, ça a beaucoup quand même progressé. Depuis les premières fois où on faisait ces presses où il n'y avait que du vert dans Chrome ici. Aujourd'hui, on voit que ça commence à se développer un petit peu partout. Je vous parlais de ce fameux import qui va être abandonné. C'est-à-dire que le HTML import, qui a été très mis en avant au début, ne va plus être développé parce qu'il existe maintenant dans ES6 la notion de module JavaScript. Et on se rend compte que ça ne sert à rien d'implémenter la notion d'import en JavaScript et un nouveau mécanisme d'import en HTML. Donc les navigateurs se sont dit, on a un mécanisme d'import, on va l'utiliser dans les 2 cas. Donc on aura la fonctionnalité, mais ça ne sera plus la spec qui était poussée par le W3C. Donc ce n'est pas encore utilisable partout, donc c'est un petit peu ça le frein aujourd'hui des web components. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que nous on s'intéresse à la technologie web component, et justement derrière, on va utiliser des polyfills qui vont nous permettre aujourd'hui d'utiliser les web components en attendant que les navigateurs implémentent la spec. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on peut faire des web components en prod. Je pense que le plus important à garder en tête, parce qu'on parle de web components, c'est qu'est-ce que je fabrique. En fait, au final, vous utilisez du HTML et de la CSS tous les jours, avec les balises traditionnelles, natives du navigateur. C'est exactement ce qu'on vous propose de faire. C'est continuer à faire des éléments et ne pas perdre de vue qu'un élément, enfin un web component que vous allez créer, ça va être au final un élément HTML comme un autre. Et on communiquera avec lui de la même façon qu'on communique déjà avec une div ou un bouton. C'est-à-dire que j'aurai des attributs en entrée pour le configurer, éventuellement même des propriétés, si je veux accéder en JavaScript à l'élément du DOM. Je vais pouvoir appeler des méthodes sur ce composant, donc j'aurai une API, et ce composant sera capable de me propager des événements pour me dire que quelque chose s'est passé. Et à l'intérieur, c'est une boîte noire, et j'ai même pas envie de savoir comment c'est fait dedans, du moment que ça respecte le contrat d'interface. Donc voilà comment il faut voir les web components que vous allez fabriquer ou utiliser ceux fabriqués par d'autres personnes. Alors. Et alors, pourquoi tout ça c'est important? Parce que certains vont me dire, moi j'ai fait déjà mes composants avec React, j'ai fait déjà mes composants avec AngularD. Donc, revenons un peu en arrière. Tout le monde a son framework favori aujourd'hui. Il y a des milliers et il y a un nouveau chaque semaine. Il y a un qui disparaît aussi chaque semaine. Si je vous dis, moi j'adore Angular, il va y avoir tout de suite quelqu'un qui va parler de React. Ah non, je préfère Vue. Ah non, je reste quand même classique, j'aime bien Ember. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans une boîte, de façon réaliste, personne ne peut se tenir à un seul framework web, au moins pas dans la durée. Et sinon, je vous laisse parler avec tous les gars et tous les filles qui ont travaillé pendant des années sur AngularJS pour se rendre compte qu'ils avaient la plupart de leur code à mettre à la poubelle le jour où AngularJS est sorti. Histoire vraie. On peut faire un sondage d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, qui a vécu ces transitions traumatiques de AngularJS à Angular? Alors déjà, qui fait du AngularJS? Vintage, hein, AngularJS aujourd'hui. Qui fait de Angular? Angular. React? Vue? Ah, il y en a un qui a levé la main, mais d'une force, genre, on a un fan là. Aurelia? AureliaJS? Aurelia, c'est quoi ça? Je ne connais pas. Qui fait des trucs plus exotiques? Qui fait des Ember? Il y a toujours un dans la salle, bravo. Le truc, c'est, à un moment ou à un autre, vous allez changer de framework par l'évolution des frameworks, parce que le nouveau projet le demande. En général, vous allez devoir recoder énormément de choses. Donc, mon histoire, c'est simple. Moi, j'étais un fanboy de AngularJS à l'époque où il est sorti. J'ai énormément investi de temps et d'efforts à faire de belles directives pour faire de la data visualisation. Et un jour, mon boss arrive et me dit, oui, mais en fait, on doit mettre ça dans une appli de client. Chouette, pas de problème. Oui, mais les clients utilisent React. OK. Bon, bah, j'ai passé des semaines à recoder mes widgets de database en React. C'est très sympa. Mais 2 semaines après, mon chef arrive. Et en fait, il y a un autre client, mais lui, il utilise un CMS tout pourri qui génère des pages HTML statiques et il ne veut surtout pas s'embêter à mettre un framework quelconque. Est-ce que tu pourrais faire une version avec jQuery? Donc, ce jour-là, une fois que j'ai pété un câble et que je me suis dit, non, je vais passer un mois à faire des jQuery comme il y a des années, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre façon de faire. Et la façon de faire, pour moi,
quand j'ai commencé à chercher, c'était les Web Components. Sauf que c'était en 2013, c'était encore un peu frais. Depuis, j'ai commencé à construire toute la partie métier de mes applications en Web Components et à les intégrer dans d'autres frameworks. Si j'ai un client qui utilise Angular, c'est très bien, Angular structure très bien la navigation, les pages, les menus, mais les composants, les côtés intelligents, c'est les mêmes web components que je vais utiliser après dans les clients qui utilisent React ou dans les clients qui utilisent Angular vieille version ou des clients qui utilisent Angular version récente ou Vue ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce que derrière, ces composants suivent un standard. Je peux le faire avec Polymer, je peux le faire avec une autre bibliothèque, à poil avec JavaScript, mais le résultat, ça va être quelque chose qui est portable, un peu comme les JAR en Java. En fait, ce que je raconte, quand je parle à des gars qui ont fait des backends pendant des années, ils me disent « Ouais, mais ton truc, c'est pas nouveau, quoi. » Effectivement, il n'y avait que dans le développement web qu'on disait, dès qu'on change de framework, on met tout notre code à la poubelle et on recommence. Bah, les web components, c'est quelque part ce qui permet de réutiliser vos briques DHM, de réutiliser vos widgets graphiques, comme on faisait en JavaSwim ou en Visual C dans les années 90. Bon, ça a pris que 20 ans de retard à arriver dans le web, mais là, ça change vraiment la façon comme on développe. C'est moi là? Moi, c'est toi alors. C'est moi là? Moi, c'est toi. Ah ouais. T'es sûr? Bah, sinon, c'est moi. C'est simple. J'ai dit ce discours pendant des années dans des talks, et toi aussi. Oui. Et derrière, il y avait les gens toujours qui nous disaient « Ouais, c'est très joli ton discours, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche avec mon framework favori? Et aussi, j'ai vu qu'il y a plein de bibliothèques de web components. Est-ce que ça marche avec toutes ces bibliothèques-là? Est-ce que la bibliothèque Slim.js, si je la mets dans mon Angular et je mets notre composant avec Bosonic, ça va marcher? Et moi et Cyril, on avait beau dire oui, on l'a testé, ça marche, c'est nickel. Les gens avaient toujours l'air d'avoir un doute. Et c'est là qu'on s'est dit... On a créé un monstre. En fait, on s'est dit, plutôt que de parler de polymère ou de web components, ça sert à rien, on va plutôt parler de ce que vous faites au quotidien. Et au quotidien, bah, une partie d'entre vous développe en React, une partie développe en Angular, etc., etc. Donc on a décidé, en fait on a une application chez Sphere qui nous sert un petit peu de To-Do MVC, c'est un trombinoscope qui permet de voir des listes de collaborateurs. Et on a une implémentation dans quasiment tous les langages front. On s'est dit on va prendre ces implémentations-là et on va mettre dans chaque framework 3 composants. Je m'explique. Le premier composant, ça va être un composant polymère qu'on peut trouver sur le marché, c'est une Google Map. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui l'avez fait. On est plutôt dans la démarche, j'ai besoin d'une fonctionnalité, il y a un web component qui existe, je le prends et je l'intègre. Je n'ai pas la main sur le code. Le deuxième composant qu'on a voulu mettre en place, c'est un composant créé par nous-mêmes. Donc on a fait un composant, une mirror d'authentification, et je vous expliquerai le contexte et pourquoi on l'a mis là. Et là, enfin, la troisième situation, c'est j'ai un composant en pur JavaScript, donc qui utilise vraiment les spécifications bas niveau, et je vois s'il s'intègre bien dans mes pages. Donc ces 3 composants, on a fait un scénario pour les intégrer dans les 3 applications. Donc ce qu'on vous propose là, on va parcourir un petit peu chaque framework et on va vous montrer l'effort pour intégrer ces web composants dans la technologie et voir si ça fonctionne. C'est parti. Alors, on va commencer avec Angular. Je vous montre l'application. AngularJS. AngularJS, pardon. Donc l'application, elle est là. Alors attendez, je vais peut-être juste me mettre... non... Ça commence bien. Voilà mon application. J'ai une application où je vois les collaborateurs de ma société. Je vais commencer par vous présenter le composant qui est fait en pur JavaScript, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et on va retrouver un petit peu les 4 spécifications que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, on commence avec la... Tout le monde voit bien, ça va? Ouais, vous n'avez pas le haut. Le premier bloc que vous voyez là, c'est ce fameux bloc template. C'est-à-dire que je définis mon composant en disant, bah, c'est sa vue. Voilà le HTML et la CSS de mon composant. Dans la mesure où c'est dans un bloc template, ce n'est pas du tout interprété par le navigateur. Et je vais pouvoir récupérer ce que je veux dans ce bloc au moment où je veux vraiment rendre mon composant à l'écran. Ensuite, un composant, c'est une classe. Donc on est sur l'implémentation V1 des custom éléments. Pour ceux il y a eu plusieurs versions, on est sur la toute dernière là. Et donc on crée une classe avec un constructeur qui étend les éléments HTML. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de dire voici les attributs à observer, c'est-à-dire si ces attributs changent, je veux que tu me notifies dans mon code pour que je puisse faire quelque chose. Et après, c'est assez simple, on a un constructeur et on a des callbacks qui sont des callbacks qui représentent le cycle de vie de notre composant dans le navigateur, dans la page.
Et donc par exemple, l'attribut change callback va être rappelé à chaque fois qu'un de mes attributs que j'ai noté comme observable va être modifié dans la page HTML. Donc j'ai tout ce qu'il me faut là, je peux coder, donc c'est pas un composant qui est très compliqué, hein, c'est un composant qui affiche un libellé et qui propage un événement de déconnexion. Donc maintenant je peux afficher quand l'attribut change, l'attribut name, je vais mettre à jour le span dans ma page, et quand la personne va cliquer sur déconnexion dans mon composant, je vais propager un événement de logout. Voilà ce que fait mon web component. La dernière chose à voir, c'est la construction. Vous voyez que j'utilise mon template pour récupérer le contenu HTML, je le clone et je crée un shadow DOM pour mettre le contenu de ce template dans du shadow DOM pour que ça soit masqué vu de l'extérieur. Ça va pour tout le monde? Donc comment maintenant ce composant, je suis dans mon application Angular, comment j'intègre ce composant dans mon application Angular? Donc on a vu qu'il y avait une dernière spécification, celle qui va disparaître, c'est la notion d'import. Donc dans ma page HTML, voilà, je vais ici indiquer au navigateur importe le fichier hello HTML. Et ce fichier contient tout ce qu'il faut pour enregistrer mon web component. Ça veut dire que maintenant, mon navigateur saura, quand je mets cette fameuse balise userlink, mon navigateur saura l'afficher. C'est ce que vous voyez ici, le fameux hello world, qui est la valeur par défaut que je mets dans mon fameux composant. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est bien, on voit que le web component marche, mais ce qui m'embête, moi, c'est que j'ai Angular, et forcément, à un moment donné, je vais devoir interagir et utiliser le data binding d'Angular. Donc ce que je veux vérifier, c'est si je passe donc ce fameux attribut name, une valeur qui provient d'un contrôleur d'Angular, est-ce que ça va marcher? Donc on va faire l'essai. J'ai justement sur mon scope une valeur qui s'appelle username, qui contient hello from Angular. Si le data binding fonctionne, normalement Angular va mettre à jour l'attribut et mon composant devrait réagir dessus. On est tous assez sereins pour se dire que ça devrait marcher. Effectivement, c'est assez trivial ce qu'on fait ici, on fait du data binding assez simple. Mis à part la faute de frappe, bien entendu. Pardon? Mis à part la faute de frappe, bien entendu, from Angular. Oh, t'aurais pu me dire. Ensuite, on va faire un composant un peu plus complexe, parce que là, le composant, au final, il est assez simple. Et je vais vous montrer mon deuxième composant. Donc j'ai fait une route AngularJS d'authentification. Vous voyez, là où il y a mon petit login. Et ce que j'aimerais, c'est avoir une mire d'attente. Alors, je reviens dans ma page login. Et ici, je vais utiliser un web component que j'ai appelé FRF login. Alors, je vais mettre juste, vous allez voir, on va juste mettre sans rien, sans aucun attribut, le composant dans la page. Voilà. Quand ce composant s'affiche, j'ai une mire d'attente avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Alors vous allez me dire, la démo, elle est pas tip-top. Mais je vais vous expliquer quand même le contexte, parce que c'est un vrai composant qui a été fait en prod, dans un vrai contexte, et pourquoi on l'a fait comme ça. Il paraît simple comme ça, mais en fait, il est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est presque une mini-application, ce composant. C'est-à-dire qu'il a toute la logique pour se connecter à un back-end, et il a toute la logique pour faire le reset du mot de passe oublié, enfin tout ce que vous faites souvent. Donc on peut faire des changements d'écran à l'intérieur de ce composant. Et c'est surtout qu'il a été fait dans le cadre chez un client qui avait mis en place une brique d'authentification transverse à toutes ses équipes, mais il avait fait que la partie back-end. Et il n'y avait pas d'UI en fait. Et ces équipes utilisaient certains du Backbone, certains du React, certains du Angular. Et du coup, ils avaient une brique transverse pour niveau serveur, pour s'authentifier, mais ils n'avaient pas l'UI. Et on s'est dit, bah, ça serait bien de faire un composant plug and play où tu le mets dans ton framework, quel que soit le framework, et tu auras tout le mécanisme d'authentification qui se fera automatiquement. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait ce composant polymère, et les développeurs n'avaient plus qu'à importer dans la page notre fameux composant, donc c'est le même import ici que vous voyez ici, le FRF login là, ils avaient juste à mettre la balise comme je viens de le faire. Alors est-ce que ça marche avec Angular? Là, si j'essaye de me connecter, il ne se passe rien, parce que forcément, ce composant, j'ai besoin quand même de lui fournir un petit peu d'informations. Rappelez-vous la brique que je vous ai montrée, c'était les attributs, les propriétés, les méthodes et les événements. Ce composant, il prend en entrée deux propriétés qui sont l'URL sur lequel tu dois faire l'authentification. Donc si je reviens sur mon fameux composant, effectivement, je dois lui dire, et ça on a vu que ça marchait, va chercher ce qu'on appelle alors comment on l'avait appelé, le login URL qui est exposé sur le contrôleur.
Donc voilà, ça normalement, je pense que vous êtes assez... vous savez que ça va marcher parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Maintenant, quand je fais mon authentification, en fait, le composant a disparu. Ça veut dire quoi? Effectivement, ça a bien marché. C'est-à-dire que le composant a fait son travail, il a fait l'appel et il revient et le code de ce composant lui dit de s'enlever quand l'authentification a eu lieu. Par contre, Angular n'a pas récupéré l'information. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'Angular, JS, récupère le fait que l'événement soit logué et qu'on bascule sur la liste des utilisateurs. Et c'est là qu'on a un petit souci, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Angular, on a tous ces ng-click, ng-mas, machin. En fait, Angular est obligé de reproposer une façon de s'abonner aux événements pour pouvoir être dans le cycle de vie d'Angular, en fait. Et du coup, notre événement, moi, j'ai pas mon composant, il balance un événement login success. J'ai pas de moyen de l'écouter comme ça nativement dans Angular. Il me faudrait que je fasse une directive ng login success. Et si demain Horatio il me fait un autre composant qu'un événement Toto, je devrais faire un ng Toto, ce qui est un petit peu chiant. Du coup, on a fait, et en fait, il y a une réflexion à se faire, c'est qu'il suffit de faire une directive qui prend en entrée le nom des événements et qui va à la main faire un add event listener sur l'élément HTML. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Il y a cette fameuse bind polymer event, c'est une directive qui va écouter, vous voyez là je lui dis ce que tu écoutes c'est login success. Du coup ici je peux définir un login success, alors je me souviens plus la syntaxe exacte, je vais la reprendre là. Au final ça fait ce genre de composant. Dans le login success j'appelle bien du coup des méthodes qui sont sur mon contrôleur et le bind polymer event va déclencher l'appel à cette méthode quand l'événement va propager l'événement. En attendant que aujourd'hui, quand on a commencé à faire cette démo-là, c'était vraiment une réflexion. On a discuté avec des gens de Google qui avaient eu d'autres personnes qui proposaient des solutions semblables. Il y a aujourd'hui une directive Angular officielle, Angular-custom-element, qui reprend ce mécanisme-là. Donc nous, on vous explique le pourquoi il faut tout ça. Mais aujourd'hui, si on veut utiliser des web components dans son AngularJS, les choses sont de ce niveau-là beaucoup plus simple. Il y a une directive officielle pour le faire et ça se passe très bien. En fait, ce qui est important dans ce que je vous ai montré, c'est pas tellement la directive, c'est plutôt l'effort qu'on a dû faire. C'est-à-dire que là, ce composant d'authentification, on va vous montrer qu'il marche dans tous les frameworks et que dans chaque framework, il y a plus ou moins de travail à faire. Pour AngularJS, il y a eu pas mal de travail à faire, mais je pense que le travail qu'on a réalisé pour le faire marcher en AngularJS n'a rien à voir avec le travail qu'on aurait dû fournir si on avait dû réécrire ce composant dans toutes les technologies. Carrément. Une partie de la réflexion autour des web components, certaines personnes considèrent que sont une API au niveau de l'interface utilisateur. On est habitué aux API côté serveur. Votre appli client appelle une API. Quelque part, c'est remonter l'API. Plutôt que vous embêter à créer tous les codes et toutes les interfaces qui va appeler l'API, récupérer, formater, vous avez des briques qui comportent déjà les côtés interface utilisateur, les appels, la gestion des erreurs et qui encapsulent tout ça. Donc, vous ne mettez pas tous ces briques-là faits à la main dans votre framework, vous prenez un composant graphique de haut niveau et vous l'utilisez comme si c'était une API au niveau interface. C'est pour ça que les authentifications privatives des boîtes, c'est la brique classique qui marche très bien en web component parce que vous allez l'utiliser dans tous les applis de la boîte avec des technos différentes. Et du coup, pareil, mon petit composant Hello, donc j'avais juste fait le data binding sur la valeur username, mais si maintenant je vais plus loin, je vais pouvoir, logout, j'ai un truc entre, voilà, je vais pouvoir utiliser le ng-show d'Angular pour l'afficher ou le masquer si je suis connecté. Je vais pouvoir donc, comme on l'a vu, lui passer le nom de l'utilisateur connecté. Et je vais pouvoir, avec cette même directive, parce qu'on dit bind polymer, mais ça en fait, c'est juste écouter un événement sur un élément, je vais pouvoir écouter l'événement logout. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai fait le login logout, c'est-à-dire que quand je suis là, je me connecte, vous voyez mon élément, s'il apparaît encore, ce qui n'est pas logique. Je suis peut-être pas au bon endroit. Voilà, il a bien changé avec le nom. Et quand je clique, il propage bien l'événement de logout pour se déconnecter. Et après, Angular prend la main. Alors, on était assez confiant du coup pour se dire, bon ça a bien marché avec ce composant, on va pouvoir mettre facilement la map polymère. C'est-à-dire qu'il y a un web component qui existe qui vous permet de prendre une Google Map et vous la mettez dans votre page et normalement ça fonctionne bien. Alors, le rendu c'est ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond.
c'est vraiment la même utilisation. J'ai ma balise Google Maps, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser le ngRepeat de Angular, qui est où? Oui, sur le map marker. Vous voyez, je fais des ngRepeat pour toutes les personnes dans mon tableau, je vais créer un marqueur. Donc ça fonctionne plutôt bien. Le seul petit inconvénient, c'est que vous voyez, j'ai ce petit open ici. Je me dis, je veux que le marqueur soit ouvert que si c'est la personne que j'ai sélectionnée. Et là, j'arrive sur la map, normalement, j'ai sélectionné personne, je ne devrais pas avoir de marqueur. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, vous voyez, tout est ouvert. Et pourquoi tout est ouvert? Ça, c'est un problème plutôt d'AngularJS. C'est qu'AngularJS, si je lui dis open égale ça, je vais bien avoir sur mon élément HTML open égale true ou open égale false. Et c'est un attribut booléen. Et un élément HTML, quand c'est des attributs booléens, il s'attend à la présence de l'attribut ou l'absence de l'attribut. Vous me suivez? Le data binding AngularJS, quand il communique avec quelque chose qui n'est pas AngularJS, il va donner toujours des strings. Donc là, on va voir un beau string open égale code, false, code. Dans les spécifications HTML, pour un attribut qui est booléen, s'il y a quelque chose derrière, même si c'est le string false, bah, l'attribut il est true. Donc c'est un problème que Angular, il ne suivait pas la AngularJS, il ne suivait pas la lettre, les spécifications HTML. Donc là... Alors, j'ai de la chance. Il y a une directive qui s'appelle ngOpen. Mais ça, c'est vraiment de la chance. Il se trouve que mon élément HTML, il a un attribut open et Angular fournit une directive ngOpen qui permet justement de mettre l'attribut ou pas. Donc, il y a certains d'autres, ngSelect, ngCheck, il y a plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il se passe si demain, dans ton attribut ne s'appelle pas open, mais s'appelle openMap? Voilà. Alors, effectivement, vous voyez, là, ça fonctionne bien avec mon open, mais comme le dit Horacio, ça va être chiant. C'est-à-dire que si j'ai d'autres types d'attributs comme ça, je n'ai pas envie de faire mes ngOpen à la main. Donc Horacio va vous présenter une autre façon d'utiliser un web component, et c'est souvent ce qu'on va faire maintenant dans les frameworks, c'est de mettre en place un espèce de wrapper. C'est-à-dire que le web component, on sait qu'il fonctionne bien, le framework, on sait qu'il fonctionne bien, et on va mettre un plug entre les deux, écrit dans la technologie du framework, pour faciliter l'utilisation de votre web component. Donc c'est ça que tu nous montres? Oui. En gros, l'idée c'est, moi, si j'utilise ngRepeat à l'intérieur de mon composant, je vais être embêté parce que je vais dépendre des data binding Angular. Donc, la solution la plus simple, c'est faire un petit wrapper en web component, en polymère dans mon cas, mais on aurait pu le faire dans n'importe quel autre techno de web component, qui est assez simple. En fait, voilà, il est... Voilà. Le wrapper, c'est un petit web component lui-même qui utilise, plutôt qu'utiliser la syntaxe AngularJS, la syntaxe polymère classique pour faire l'itération. En gros, on met un wrapper qui va accepter lui que des strings, que les data binding que Angular les fournit, et que lui, il va faire à l'intérieur sa logique pour créer autant de marqueurs que nécessaire. Plutôt qu'un ngRepeat, on utilise un DOM-repeat pour générer les marqueurs. Donc derrière, c'est un composant polymère 2, on ne les a pas encore parlé. C'est relativement semblable à ce que Cyril a fait par rapport au Vanilla Component, sauf que voilà, il y a quelques sucres syntactiques, il y a une série de propriétés qui sont automatiquement liées avec les attributs. Il n'y a pas besoin de faire les observables pour les attributs. Les attributs que tu déclares là sont liés à la propriété. Et donc, il y a toute une série d'éléments préconçus comme les DOM-repeat ou DOM-if qui permet de faire dans les templates toutes ces logiques-là plus facilement. Et il y a les data binding. Un data binding un peu moins puissant que celui d'Angular, mais qui s'appuie intégralement sur les standards. Donc aujourd'hui, un composant polymère, c'est un vanilla web component tout à fait standard avec une couche de sucre syntactique pour que ça soit plus simple à écrire. Plus simple si on aime bien la syntaxe déclarative. On vous parlera plutôt, si vous préférez plutôt une syntaxe à la React, il y a d'autres bibliothèques qui permettent aussi d'écrire des web components un peu à la façon React. Donc avec ce wrapper-là, si Cyril les remet. Alors on était là. Donc maintenant, en fait, on utilise le wrapper. Et donc, AngularJS va donner sur current person une version. Il va faire un JSON stringify de leur objet. Ça tombe bien, il va donner un string. Mon wrapper, il va prendre ce string-là. Je l'ai dit de l'interpréter comme un objet.
Donc, il va automatiquement faire la désérialisation JSON sans que j'aie à m'en occuper. Et je vais faire la répartition à l'intérieur et créer les marqueurs. Voilà. Et si je veux voir une personne, effectivement, le data binding fonctionne bien parce que Polymer, lui, sait mettre les open ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que voilà, on l'a fait fonctionner dans AngularJS, on a eu un peu plus de mal, on a eu du code à écrire, du code à produire, mais on a assez facilement fait marcher nos 3 familles de web components dans notre application. Et comme on le disait, effectivement, c'est rien par rapport au temps qu'il faudrait pour faire migrer une librairie d'un framework à un autre. De l'autre côté, on parle d'AngularJS, voilà. un framework. AngularJS, c'est normal, il est un peu plus vieux. Donc il ne s'était pas adressé cette problématique-là au moment où ils ont fait le framework. Effectivement, si on regarde maintenant des frameworks un peu plus récents. Alors, on va s'attaquer par exemple à Angular D4, à une version récente d'Angular. Angular D a été fabriqué, a été conçu avec une logique différente. Une logique orientée composant. Pas forcément web component, mais une logique déjà orientée composant et une logique d'opérer beaucoup plus avec ce que la plateforme peut offrir, avec toutes les possibilités de la plateforme web. Ça veut dire, par exemple, que pour des choses comme le data binding ou l'écoute des événements, ce n'était pas une couche à part sur les événements natifs, non. Il écoute vraiment des événements natifs, il émet des événements natifs. Le data binding va vraiment citer les attributs. Donc, normalement, tout devrait se passer mieux. Ouais. Pas vrai, Cyril? Enfin, j'ai fait une connerie. Bon, dans ce cas-là, je sors mon ordi ici. Non, j'ai laissé Angular compiler. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait du Angular, ça prend du temps. Ah bon, dans ce cas-là, il va falloir que je meuble. Je peux faire des claquettes non, si tu en veux. fait, je vais vous expliquer. Ce que je voulais vous montrer, je vais attendre qu'Angular est fini, c'est que si on ne fait rien, donc j'ai pris exactement la même famille de web components et je les ai mis dans mes pages à la sauce Angular 1. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, j'ai un composant login qui a du HTML et vous voyez, dans ce composant login Angular, je mets mon web component FRF login. Et je m'attends à ce que ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, parce que comme le disait Horacio, là j'attaque directement l'API avec le data binding sur les propriétés ou sur les événements. Angular, lui, il me laisse écouter n'importe quoi. Le problème, c'est que si je lance ça, vous voyez ce qu'il me dit? Si je lance ça, il me dit, tu utilises quelque chose qui s'appelle userlink. Alors userlink, c'est mon premier petit web component en haut. Il dit, je ne connais pas. Parce qu'en fait, Angular permet de créer des balises un petit peu personnalisées. Du coup, quand il voit quelque chose qui n'est pas div, h1, span, il se dit, c'est un composant Angular. Et il dit, mais là, userlink, c'est pas un composant Angular. Bah oui, c'est pas un composant Angular. Donc pour Angular 2, en fait... Mais si vous regardez... Non, tu peux remettre un instant, s'il te plaît? Oui. Si vous regardez attentivement les messages d'erreur, il vous dit la solution. Il vous explique le problème, mais il vous dit, si c'est un web component, dans ce cas-là, Angular travaille avec une logique de composants. Donc, il est habitué à avoir des composants custom que ce n'est pas des balises HTML. Mais par défaut, il va interpréter tout ce qu'il voit comme un composant Angular. Il va dire, moi, je ne connais pas celui-là. Donc, si vous voulez qu'il soit un peu plus ouvert d'esprit, on va dire, et qu'il accepte des balises qui ne sont pas à lui, il nous dit qu'il faut... Voilà. Il faut rajouter ce fameux custom élément schéma. Et ce qui est intéressant, quand il aura fini de compiler, c'est qu'en faisant ça, on n'a plus besoin de wrapper. Tous nos composants se comportent comme un élément HTML, comme n'importe quel autre élément HTML. Je peux lui setter des attributs et je peux écouter des événements sur ces éléments-là. Donc, est-ce qu'il a bientôt fini de compiler? Si. Bon, ce que je vous propose... En tout cas, ça s'applique la même logique à tous ces frameworks modernes qui ont choisi de travailler sur les possibilités de la plateforme web. Donc, s'ils utilisent les événements natifs, les attributs natifs, les propriétés de différents objets, là, ça va bien se passer. C'est les frameworks qui, quelque part, tordent les bras à la possibilité de la plateforme et qui font des mécanismes parallèles qui risquent d'avoir des coûts de tournevis à donner pour pouvoir utiliser le web component. Alors, je vais juste vous montrer notre fameux composant Google Maps. Maintenant, on l'utilise vraiment nativement. Et on peut même, on voit que les NG4, le property binding, tout fonctionne très très bien, dans la mesure où maintenant on a dit à Angular que c'était des custom éléments. Est-ce qu'on va avoir la démo qui fonctionne? Bon, si voilà, ça fonctionne. Donc j'ai mon composant d'autante en l'utilisant comme un autre élément, ça fonctionne. Et je peux bien sûr aller sur ma map et bien sûr me déconnecter avec mon composant perso.
Donc ça fonctionne plutôt bien avec Angular 2. Il a juste suffi de rajouter cette information dans le module. On s'est intéressé à React aussi. Alors, 2 mots sur React. Des mots sur React, à part que je ne suis pas super fan. C'est ça. React, c'est le bon exemple de framework que pour des raisons X ou Y, ils ont reconstruit énormément de choses plutôt qu'utiliser les possibilités natives. Et là, on va un peu les payer. Alors, sans rentrer dans le débat pro ou contre React, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que effectivement, chaque framework propose sa façon de fonctionner. Et React a une façon qui n'est pas celle des autres frameworks, ce qui est logique. Et du coup, moi, ce que j'ai envie, en tant que si je suis un développeur React, j'ai pas envie que le fait d'utiliser des web components, ça me force à casser la façon dont j'ai l'habitude d'utiliser mon framework. Donc, j'ai envie d'utiliser les web components de la même façon que j'utilise n'importe quel autre composant React. Alors, on a essayé de mettre en place ces composants avec React, ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que si je regarde, non, pardon, c'est pas du tout là. Si je regarde, alors ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans. C'était à quel endroit? Les pages, voilà. Ma page d'authentification, donc c'est mon composant React, je vais pouvoir utiliser ce fameux FRF login, comme n'importe quel autre élément HTML. J'ai bien sûr, là j'ai pas eu le cas, mais je dois bien sûr penser aux règles qui sont liées à React, c'est-à-dire que classe devient class name, etc., etc. Je dois avoir des balises fermantes. Par contre, là où je suis embêté, c'est que React, il a son virtual DOM. Et du coup, en général, React ne laisse pas passer les choses qui ne sont pas natives. Regardez par exemple, ça c'est la spec des web components qui veut ça, c'est l'utilisation des slots. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est ce qui permet d'injecter, ouais, mon composant il s'appelle FRF login et je lui passe du contenu. Et grâce à cette notion de slot, je lui dis où il va devoir le mettre dans son DOM à lui. Et bien slot, React, il ne va pas me l'interpréter si je ne fais rien. Donc pour React, on a dû intégrer une petite librairie qui s'appelle React Polymer. Donc il se trouve que ça tombe bien, c'était un composant polymère. Mais en gros, cette librairie a permis de dire à React, enregistre, autorise les attributs slot. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette ligne de code, React, à chaque fois qu'il verra slot, il le laissera passer. Donc ça, on a résolu la façon de passer de l'information à notre composant. Et une fois que j'ai fait ça, par contre, vous voyez, je peux lui passer, j'utilise le data binding React pour lui setter ses attributs. Ça fonctionne bien. Pourquoi j'ai dû le... Alors, React s'en fout des attributs sur FRF login. Le slot, j'ai dû le faire parce que c'est sur un span. Et span, c'est un élément natif et il va me dire slot, ça n'existe pas sur span. La bonne nouvelle, c'est qu'avec React 16, qui est sorti, je crois, avant-hier ou hier, je ne sais plus, normalement, on ne devrait plus avoir de... il devrait laisser passer les attributs qui sont custom comme ça. Donc je peux parler à mon élément en entrée. Comment je vais écouter maintenant les événements? Ça, c'est un petit peu la galère. C'est-à-dire que je ne peux pas, vous voyez comme ça, faire un login success, qui est mon événement, et lui déclencher une méthode, parce que React, pareil, n'a que certains événements dans sa pile d'événements autorisés. Donc il sait faire des clics sur des boutons, ce genre de choses, mais ça, il ne sait pas. Donc là, je vais devoir fonctionner comme n'importe quel élément HTML. Je mets une ref dessus, et dans mon component inbound, je vais écouter l'événement sur n'importe quel élément HTML, et je vais, moi, déclencher la méthode. Donc ça, c'est le prix à payer. Je ne peux pas l'utiliser complètement intégré dans l'application. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, donc après je suis branché avec Redux, j'écoute mes événements, ça fonctionne très très bien. Et pour la map, on va même être capable, alors la map, elle était où? Elle était là. On va même vraiment fonctionner comme on fonctionnera avec du React. C'est-à-dire que j'ai un render qui va me générer ici la Google Map, et j'utilise après une méthode renderUser qui va me générer les Google Map markers avec le data binding à chaque fois. Et donc ça fonctionne très bien. On va aller un petit peu plus vite parce que j'aimerais qu'on garde du temps pour la conclusion. Il reste 5 minutes. Donc, on avait aussi une implémentation polymère et vue. Je pense que... L'implémentation polymère, on va la mettre de côté, voilà, parce que polymère marche avec des web components, vous pouvez me croire sur parole. Enfin, j'espère. Sur Vue, on va peut-être prendre quelques secondes. En fait, il n'y a rien à montrer sur Vue. C'est juste ça qu'il faut montrer. Vue, c'est un autre exemple de framework orienté composant et orienté utilisation native de la plateforme. Il n'y a rien à montrer, modulo une toute petite issue qui est ouverte sur le site de Vue. C'est ça. C'est les slots, effectivement. La seule chose qu'on peut vous montrer sur Vue, vous voyez, j'utilise le composant dans Vue
comme dans n'importe quel, enfin comme n'importe quel autre composant. Les 2 points, c'est le property binding et le arroba, c'est le event binding. Donc je peux lui setter un attribut login URL et écouter le login success. Et sur une map, je peux tout à fait itérer. Donc c'est du vFor. Et puis voilà, je peux lui passer les attributs. Donc ça fonctionne très bien. Si vous êtes observateur, vous verrez qu'en vue, vous voyez normalement l'icône du composant d'autante, il est à gauche. Avec vue, ce qui se passe, c'est que le composant est un peu cassé. Parce que qu'est-ce qui permet de passer cette icône dans le Web Component? C'est cette notion de slot dont je vous parlais. Et Vue.js utilise en interne cette mécanique de slot pour ses propres composants. Et aujourd'hui, il y a une issue qui dit que un Web Component qui arrive avec ses slots, c'est ignoré. Donc c'est la seule difficulté qu'on n'a pas pu résoudre aujourd'hui. On va faire la conclusion. Il reste 13 minutes, c'est ça, j'ai bien lu? C'est 13. Ah, nickel, alors on va pouvoir s'éteindre. Donc on va conclure rapidement. Donc, conclure, on a fait ce talk à plusieurs endroits, à Nantes, à Paris, à la Devox, à Snowcamp. Et aujourd'hui ici, et je pense qu'aujourd'hui c'est la dernière fois qu'on va la faire, même si on s'est pas mal amusé en le faisant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette talk, il commence à être obsolète. Il n'y a pas que nous qui s'intéressons à ces problèmes-là. Il y a Google concrètement qui a sorti un site qui devient une vraie référence dans les sujets. C'est Custom Elements Everywhere. Et c'est un site qui recense l'état de l'intégration des éléments customisés, des web components, dans la plupart des frameworks. Et d'ailleurs, il y a de plus de frameworks qui s'ajoutent chaque jour parce que c'est un projet open source derrière. Et ils ont fait toute une série de tests, 30 tests d'intégration à passer. Donc là, vous pouvez voir par rapport à Angular, AngularJS et plein d'autres, il va dire les résultats des tests et quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer aujourd'hui pour l'utiliser et la façon de les résoudre. C'est quelque part un observatoire de l'état de l'intégration des composants custom, des web components, dans les différents frameworks. Et là, si, simplement pour la question de toutes les bibliothèques de components. Il y a à peine un mois, les gars de Ionic ont annoncé dans Synconf, on va plus faire des composants Angular, on va faire des web components avec notre outil à nous Stencil, et ensuite on va pouvoir les mettre dans Angular ou n'importe où ailleurs. Il y a d'autres bibliothèques. En fait, tous ces composants-là, derrière, ça reste des composants tout à fait standards. Donc ils communiquent les uns aux autres. On peut les mettre les uns dans les mêmes pages, et ils vont rester parfaitement synchronisés, parfaitement en harmonie. Donc la seule chose qui reste, c'est réussir à bien les intégrer dans les différents frameworks. Et je crois que, oui, les codes. Vous pouvez trouver les codes dans le premier GitHub d'en bas, c'est celui des frameworks, et le deuxième, c'est l'intégration des différentes bibliothèques de web components. Et je pense que dès qu'on sortira de la salle, je tweeterai aussi les liens vers les slides. Et voilà, on a fini pile à l'heure. Voilà, on est bien. Merci. Merci.